Bon, chers camarades, c'est vrai que c'est un vrai plaisir de se retrouver pour de vrai. On finissait par se demander s'il y avait des gens derrière les écrans. Eh bien, une partie d'entre eux sont là et je crois qu'une autre partie nous regarde en direct aussi. Et évidemment, c'est un vrai bonheur de vous retrouver pour cette matinée consacrée à notre Conseil national de synthèse. Alors, avant de passer au débat de congrès, moi, je voulais quand même revenir sur l'actualité politique de ces dernières heures, derniers jours, qui a marqué notre vie politique. Et sur ces sujets-là, j'imagine, et d'ailleurs je n'en ai aucun doute, nous sommes parfaitement rassemblés, unis, parce qu'au-delà de ce qui peut nous faire diverger, nous avons aussi une claire conscience de ce qui se joue dans la période présente. Nous sommes face à un gouvernement qui est un gouvernement du passage en force, qui n'hésite plus, semaine après semaine, à déployer le 49.3 et qui n'a aucune volonté, de passer le moindre compromis avec qui que ce soit. Hier soir, j'écoutais Valérie qui intervenait en notre nom sur la dernière motion de censure et qui rappelait que sur le budget, la marge de compromis sur les 1500 milliards, eh bien, elle avait été, la marge qu'ils avaient autorisée à la négociation portait sur 0,05% du montant total. C'est vous dire à quel point ils ont en tête le fait de nouer des accords avec une majorité relative et la volonté de chercher avec d'autres à construire des majorités. Cette majorité, ils ne veulent même pas la construire avec eux-mêmes. La réalité, vous la connaissez, c'est que même quand modestement le MoDem se réveille et vient expliquer qu'il ne faudrait peut-être pas taxer les super-profits, au moins les super-dividendes, pour un montant qui avait été évalué à 200 millions, 200 petits millions. Je rappelle que la proposition de loi que nous avons déposée, elle, permettrait des recettes évaluées par les économistes indépendants en dehors de nous qui disent qu'elle rapporterait entre 20 et 40 milliards. Même pour 200 millions, le gouvernement l'a refusé. Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Un contexte où malheureusement nous faisons face à un gouvernement qui n'a pas compris la logique dans laquelle les Françaises et les Français l'avaient placé. Le président a été réélu, vous le savez, dans des conditions particulières liées au barrage républicain, et nous n'y sommes pas pour rien. Ils ne lui ont ensuite pas autorisé une majorité absolue, puisqu'ils voulaient en finir avec la puissance jupitérienne. Et donc ils appelaient le Parlement à jouer son rôle. Nous y sommes prêts. Nous avons, depuis le début, rappelé que nous étions ouverts au compromis. Nous savons bien que nous n'avons pas gagné. Et donc que nous ne pouvons pas imposer la politique que nous avons nous-mêmes prônée. Mais à minima, au moins chercher à avancer ensemble et faire en sorte que dans ce pays, dans un moment où les crises se cumulent, eh bien, nous puissions trouver ensemble quelques solutions. Au lieu de quoi, que font-ils ? Eh bien, ils sont en train de saccager notre modèle social. Et j'y reviens en quelques mots et vous aurez là aussi un panorama que vous connaissez bien mais que je veux rappeler. Ce panorama, il est le suivant. En fait, d'abord, nous étions il y a quelques heures au Congrès des maires de France. Eh bien, ils sont là pour étrangler les collectivités locales. Ce n'est pas nous qui le disons. Je lis parfois, comme vous, les journaux des libéraux, avec comme référence les agences de notation. Que disent-elles ? Elles disent que ce sont 3 milliards de moins pour les collectivités locales. 3 milliards de moins pour les collectivités locales, avec cette triple peine, la fin de l'ATH, la fin de la CVAE et, à minima, la stabilisation de la DGF. 3 milliards de moins, ce sont des investissements en moins, de l'emploi en moins. Et si je parle d'emploi, c'est maintenant pour faire la transition avec le travail. Nous savons, nous, que pour retrouver les classes populaires, les classes moyennes, pour retrouver les classes laborieuses, il va falloir être des défenseurs intransigeants, non pas de la valeur travail. La valeur travail, c'est la dernière fois qu'elle a été invoquée comme valeur, c'était Vichy. Non, nous invoquons la valeur du travail. Donner une valeur au travail parce que celles et ceux qui se lèvent le matin, eh bien, qui participent à la création de richesses, méritent la reconnaissance de la nation. Et depuis quelques jours, et même depuis quelques heures, nous avons la mise en place de la réforme de l'assurance chômage. Ils ont demandé un chèque en blanc à l'Assemblée. Le chèque en blanc leur a été signé par la majorité et par la majorité relative et puis par
ces supplétifs des Républicains. Jusque-là, nous n'avions pas d'indication. Elles sont venues. Elles sont venues d'ailleurs, hélas, par la bouche de l'un de ceux qui, hier, était encore, enfin hier, peut-être même avant-hier et même avant-avant-hier, mais celui qui était notre porte-parole pour dénoncer le premier budget de l'ère Macron est celui qui a malheureusement porté cette réforme de l'assurance chômage et s'apprête à en porter une autre, j'y reviendrai après. Sur l'assurance chômage, que nous disent-ils? Ils nous disent que les chômeurs, les précaires, les femmes célibataires, les plus jeunes, les étudiants, celles et ceux qui vivent de prestations chez McDonald's ou d'autres, à faire de publicité pour les uns ou pour les autres, seront les premiers pénalisés. Il y avait déjà eu une réforme qui a coûté 2 milliards aux chômeurs et aux précaires. Ils s'apprêtent à leur retirer maintenant 4 milliards. 6 milliards qui vont partir, qui vont être dégagés de celles et ceux qui en ont le plus besoin, qui avaient pourtant cotisé pour cela, et qui vont se retrouver dans une difficulté supplémentaire à un moment où l'inflation est galopante. Voilà le résultat de cette réforme, avec un discours qui peut paraître un discours de bon sens. Ils nous disent, mais écoutez, quand ça va mieux, on est plus dur. Mais quand ça va moins bien, on sera plus souple. Mais regardez bien le critère qui a été fixé. Le critère qui a été fixé fait qu'en réalité, si on reprend sur les 40 dernières années, selon eux, tenez-vous bien, les choses se seraient bien passées pendant 12 ans sur 40 ans. Pendant 30 ans, nous aurions été dans une période qui aurait été considérée par eux comme une période faste, une période où on peut réduire de 25% la durée de l'indemnisation du chômage. Alors, chers camarades, je sais que cette bataille-là, elle est compliquée, parce que depuis longtemps, la bataille culturelle sur la question de ce qu'eux appellent l'assistanat a été perdue par la gauche, et que nous avons besoin sur ce terrain-là de reconquête, de revenir en avant, de reparler aux Françaises et aux Français. Et c'est la raison pour laquelle nous devons décrypter avec eux cette réforme, le faire avec le monde syndical, qui est vent debout, uni, pour une fois, sur le sujet. Je continue par ce qu'ils veulent faire ensuite, sur la question des retraites. La question des retraites, là aussi, je ne veux pas épiloguer, parce que le temps m'est compté, et je regarde le compteur, voilà. Sur les retraites, là aussi, ils ont prévu de prélever 8 à 9 milliards d'euros sur les retraités. Ils ne se cachent même plus. Lors de la réforme systémique, il y a un peu plus de 2 ans, ils avaient cherché au moins à emballer l'ensemble dans un espèce de discours d'amélioration de la situation des retraités. Cette fois-ci, les choses sont claires, les motifs sont avoués. Un motif qui est purement budgétaire. Et là aussi, il faudra dénoncer. Il faudra se mobiliser. Il faudra expliquer aux Françaises et aux Français de quoi il s'agit. 65 ans, âge légal, il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont fait des études supérieures. Ceux-là ne sont pas touchés, pas concernés, et au fond n'ont aucune raison de se lever. La situation ne bougera pas. La situation bougera sur tous les autres, celles et ceux qui ont commencé plus tôt, qui ont souvent les métiers aussi les plus pénibles, ceux qui ont l'espérance de vie la plus courte. Et c'est sur eux que va peser cette économie de 8 à 9 milliards. Et c'est la raison pour laquelle la gauche ne peut pas rester muette, qu'elle doit se mobiliser pleinement, faire en sorte que ce mois de janvier soit un mois de mobilisation, de résistance, de contestation, avec l'ensemble du monde syndical, avec l'ensemble de la gauche politique, parce que nous devons, ensemble, porter un rapport de force, ne pas nous résigner. Je sais bien que le temps est parfois aussi à la résignation, parce que sur ce terrain-là, ils n'ont pas gagné la bataille culturelle, mais en revanche, progressivement, ils ont habitué les Françaises et les Français à l'idée que de toute façon, ils passeraient et que rien ne s'arrêterait, que ce serait le rouleau compresseur. Et on le sent bien dans les rencontres que nous faisons sur les marchés, dans les porte-à-porte, dans les rencontres que nous faisons comme élus. Il y a beaucoup de résignation, beaucoup de gens qui sont prêts à baisser la nuque parce qu'ils ne voient plus comment résister, parce qu'ils n'ont plus confiance dans le monde politique. Et nous devons restaurer cette force, parce que les Français nombreux sont là, attendent de nous que nous puissions les mobiliser. Je termine sur une dernière question qui est peut-être passée pour l'instant sous les radars.
mais qui touche aussi à la question de la valeur qu'on accorde au travail. Je veux parler de la question de ce qu'on appelle trivialement l'ubérisation. L'ubérisation, c'est le retour au tâcheronnage, le retour à des travailleurs qui ne sont plus protégés par rien. C'est le détricotage de tout ce que nous avons construit patiemment pendant plus d'un siècle. Ce code du travail, donc chaque page porte la marque d'un combat. Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que d'abord, les travailleurs des plateformes, souvent, là aussi, des travailleurs très précaires, mais qui sont pour l'instant dans des catégories sociales qui concernent moins, souvent parce que ce sont des étrangers ou d'origine étrangère. Et donc, on regarde moins. Et puis, pendant les matchs de la Coupe du Monde, se faire livrer, pour ceux qui regardent la Coupe du Monde, et je sais qu'aucun d'entre vous ici n'a allumé son téléviseur, ne riez pas, ce serait désagréable. Mais donc, beaucoup sont heureux de se faire livrer leur pizza. La réalité, c'est que ce phénomène va s'amplifier et qu'il va demain saisir d'autres catégories. Et là, ce sera trop tard. Et donc, nous avons besoin aujourd'hui de lutter. Et ça tombe bien. Ça tombe bien, il y a un homme en Europe, Nicolas Schmit, commissaire européen, socialiste, qui, au sein de la Commission européenne, porte un projet essentiel qui permettrait de faire en sorte de présumer le salariat à partir de critères qui déterminent le degré de soumission à une plateforme. Eh bien, ce projet, figurez-vous, qu'il est aujourd'hui bloqué, oui, bloqué par le gouvernement français. Et donc, nous devons là aussi mener campagne, faire savoir, dire que c'est l'Europe qui protège, et c'est la France qui, au contraire, aujourd'hui est là pour nous empêcher de protéger. C'est la France qui, aujourd'hui, refuse une nouvelle protection, refuse un nouveau progrès social. Et c'est l'Europe qui est là pour faire avancer. Et en Europe, c'est un socialiste qui le porte. Un socialiste, oui, qui le porte parce que nous avons toujours porté ces questions-là au devant de la scène. Et c'est la raison pour laquelle, chers camarades, je vous demande, dans les semaines qui viennent, je sais bien qu'il y a un congrès, mais les congrès ne peuvent pas nous empêcher de continuer à parler aux Françaises et aux Français, nous empêcher de mener campagne, de faire ce qui est notre devoir. Notre devoir, ce n'est pas simplement de nous parler entre nous, c'est d'abord de parler aux Françaises et aux Français, de leur dire ce que nous voulons pour eux. Et donc, je vous demande, oui, dans les prochaines semaines, de mener campagne. Et on me fait signe d'arrêter, je m'arrête. Je m'arrête pour vous dire que oui, menons campagne ensemble, décryptons, organisons des rencontres dans toute la France, expliquons ce qu'ils détricotent patiemment du modèle social français et faisons en sorte que la mobilisation soit la plus forte pour que qu'en janvier, nous puissions nous retrouver et empêcher ce que je ne crois pas inéluctable. Mais malheureusement, je connais la volonté du président et je sais qu'il mettra toutes ses forces pour arriver à construire une nouvelle majorité politique autour de ces projets de déconstruction. Alors, chers camarades, soyons fiers de ce que nous portons et effectivement, battons-nous ensemble.